j'ai platiné Tomb Raider 6, l'opus intitulé L'Ange des Ténèbres, probablement le plus controversé de toute la saga. Un jeu connu pour ses bugs en pagaille, son développement chaotique et une histoire clairement rushée pour sortir dans les temps. Mais malgré ça, on est sur un épisode plein de promesses. Une Lara en fuite, accusée de meurtre, qui traque un homme à travers Paris. Je cherche un homme. Tu as trouvé, beauté. Du calme, Pépé. Oui, on en est là. Ajoutez à ça Philippe Etchebest en guest star, oui vraiment, des chorégraphies incroyables en boîte de nuit et des chorégraphies catastrophiques partout ailleurs. Bref, bienvenue dans mes aventures sur Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Alors que vous soyez chasseur de trophées ou pas, cette vidéo c'est avant tout du divertissement. Parce que visiblement, sur la vidéo précédente, il y en a encore qui pensent que jouer pour les trophées c'est inutile. Mais dans ce cas-là, jouer tout court, c'est inutile. Chacun a sa manière de profiter des jeux vidéo, donc on se respecte. Parenthèse refermée. Comme d'habitude, on parle trophée, donc on se concentre sur PlayStation. Le jeu fait partie de la compilation Tomb Raider 4.6 Remastered. Et comme pour Tomb Raider 5, version PS4, 56 trophées avec platine, version PS5, 55 trophées sans platine. Toujours pas de cross-progression, donc si vous voulez le 100% sur les deux versions, il faudra tout refaire. Et comme les autres remastered, 2 runs obligatoires, une partie classique et un New Game Plus. Difficulté 6 sur 10, durée annoncée 20 heures, mais en suivant mon guide, plutôt 15 heures. Oui, petite pub au passage. Si vous ne le savez pas, vous trouverez sur la chaîne toute une armada de guides trophées sur Tomb Raider. Donc si vous voulez vous préparer avant Legacy of Atlantis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et abonnez-vous, ça aide énormément. Allez, on va voir ensemble si Tomb Raider 6 mérite vraiment sa réputation, ou si au fond, ce n'est pas juste un jeu incompris. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi à travers cette remasterisation de Tomb Raider The Angel of Darkness, alias l'Ange des Ténèbres. Cet épisode fait directement suite aux événements de Tomb Raider The Last Revelation et Tomb Raider Chronicles, où Lara était présumée morte. Et là, le jeu nous dit juste un certain temps plus tard. Voilà, merci. Aucune explication, aucune scène de survie, alors qu'à la base, une séquence d'introduction devait justement expliquer comment Lara s'en était sortie. Mais elle a été supprimée. Donc on reprend comme si de rien n'était. Lara arrive à Paris à la demande de son ancien mentor, Werner von Croy. Ce dernier travaille pour un certain Eckart, à la recherche d'artefacts appelés les peintures d'Obscura. Mais la ville est sous tension. Un tueur en série surnommé le Monstrum terrorise Paris. Et évidemment, tout dérape. Une dispute éclate entre Lara et von Croy. Une force inconnue intervient, Lara est assommée, elle se réveille, von Croy est mort. Et ses souvenirs sont flous. Parfaite coupable. Alors oui, dans le jeu, ce n'est pas raconté exactement comme ça. Il y a des flashbacks, une narration un peu éclatée, mais surtout, la version française est beaucoup moins subtile. Elle ne laisse quasiment aucun doute sur l'innocence de Lara, alors que la version originale jouait davantage sur l'ambiguïté. Et l'Égypte, Werner. Tu es parti sans te retourner. À terre! Egypt, Werner. You walked away and left me. Get out! Mais bref, passons à la construction du jeu. On revient ici à une structure par zone, avec des allers-retours entre différents quartiers ou salles, un peu comme dans Tomb Raider, la révélation finale. Résultat, un jeu plus long que Tomb Raider 5, bon, en même temps, ce n'était pas très compliqué. Maintenant parlons trophées. Si vous connaissez les Tomb Raider Remastered, vous ne serez pas dépaysés. On retrouve des actions spécifiques liées à certaines séquences, d'autres trophées cumulables sur toute la partie, un New Game Plus obligatoire, encore, et bien sûr, les collectibles. Mais ici, petit changement, pas besoin de ramasser tous les objets, juste les soins. Et il y en a 70, avec plusieurs types, petits soins, pilules de soins, pansements et grands soins. En dehors des 70, il y a une autre catégorie de soins, les barres de chocolat. Oui, les barres de chocolat. Et elles ont leur propre trophée. Il faut en ramasser 20 sans les utiliser. Et honnêtement, vu leur état, on dirait qu'elles ont été mordues par des rats, ou par Jacouille la fripouille. Le crunch chocolat, vive le chocolat! Certaines traînent littéralement dans les égouts, donc les manger pour se soigner, très peu pour moi. Parlons maintenant du remaster, et il y a un ajout très important que je n'utilisais pas dans les précédents remasters, les contrôles modernes. Autant sur les anciens Tomb Raider, je préfère largement les contrôles tank, autant ici, c'est une autre histoire.
Le passage à la PS2 a complètement cassé la précision millimétrée des anciens jeux, donc les contrôles modernes rendent l'expérience beaucoup plus agréable, clairement. Le mode photo est toujours là, et honnêtement c'est un outil parfait pour explorer les environnements, repérer certains éléments, tricher un peu, discrètement. Par contre, côté remasterisation graphique, c'est compliqué. La différence avec les anciens graphismes est parfois difficile à voir, et c'est un peu dommage. Bon, ça y est, on attaque enfin le premier niveau, si on peut vraiment appeler ça un niveau, bas-fond parisien. Et celui-ci sert clairement de didacticiel, avec Lara qui recommence à briser le 4e mur en vous parlant directement. Ce trou n'est pas bien grand. Pour le franchir, marche jusqu'au bord. Et n'oublie pas de maintenir la touche marcher enfoncée pour m'empêcher de tomber. Et franchement, heureusement, parce que ça restera toujours mieux que cette horrible voix générée par intelligence artificielle ajoutée dans un patch du remaster pour remplacer les fenêtres contextuelles. Oui, c'est arrivé pour de vrai. Appuyez sur sauter et avancer en même temps. Et elle a été retirée très rapidement tellement les joueurs l'ont détestée. Comme quoi, parfois écouter la communauté c'est important. Le jeu nous met immédiatement dans le bain avec un premier trophée à surveiller, Gentil Chien. Le principe est simple, ne tuer aucun chien et ne pas se faire mordre. Bon, le premier chien est attaché dans un coin que vous n'avez même pas besoin d'explorer au début. Il faudrait vraiment le faire exprès pour mourir ici. Et justement, le jeu nous demande exactement ça. Parce qu'un autre trophée, Darwin Awards, demande d'obtenir les 3 morts les plus ridicules du jeu. Et se faire tuer par ce chien constitue la première. Ça commence fort. C'est aussi ici qu'on commence à récupérer les premières barres de chocolat. Et surtout, on ne les mange pas. Jamais. Contrairement aux autres soins qu'on peut utiliser normalement. Parce que je vous le disais, les chocolats sont liés à un trophée spécifique. Et regardez, vu leur état, je continue de penser qu'ils ont été rongés par quelque chose. Une fois tout ça en tête, on avance vers le premier vrai trophée pénible. Parcours, qui demande de terminer le didacticiel. Simple? Évidemment que non. Parce qu'il existe 2 chemins différents et le trophée ne tombe pas si vous prenez seulement l'un des 2. Il faut que toutes les fenêtres contextuelles des 2 parcours apparaissent. Donc ce que le jeu attend réellement de vous, c'est prendre un chemin, faire demi-tour, puis refaire l'autre. Voilà, ça commence très bien. Et pendant toute cette progression, il faut déjà penser à d'autres collectibles, notamment les objets à revendre. Parce qu'un trophée demande de cumuler plus de 3500 €. Et attention, il faut économiser. Donc pas question de tout dépenser immédiatement. Lara devient littéralement une petite voleuse professionnelle. Elle s'introduit chez les gens, fouille les meubles, vole de l'argent, des colliers, des pièces anciennes. Franchement, à ce stade, Lara Croft est devenue Arsène Lupin. C'est le plus grand des voleurs. Et puis le jeu introduit une idée absolument géniale. Une jauge d'endurance. Oui, une jauge qui se vide quand Lara reste suspendue à un rebord. Parce qu'apparemment, après avoir survécu à l'Égypte, aux démons et aux cyborgs, Lara Croft ne peut plus tenir à une corniche plus de quelques secondes, alors qu'elle le faisait sans problème durant les 5 jeux précédents. Magnifique. Et le plus absurde, cette jauge augmente grâce à des actions complètement aléatoires. Activer un levier, pousser un baril... Oui, sérieusement, bientôt Lara deviendra plus forte en réalisant des tâches ménagères. Mais ne vous inquiétez pas, on va reparler souvent de ce système tellement il est ridicule. Le jeu nous apprend aussi l'infiltration, version Metal Gear Solid. Enfin, version est un grand mot, parce qu'on est très loin de la précision ou de l'efficacité d'un Metal Gear Solid. Mais l'intention est là. Le trophée parcours finit enfin par tomber vers la fin du niveau. Mais avant de partir, il faut évidemment retourner terminer le premier chemin abandonné plus tôt, parce qu'il reste encore des soins et des objets à vendre, sinon ce ne serait pas drôle. Une fois tout sécurisé, on peut enfin quitter ce niveau sponsorisé par Europe 2. Lara pénètre alors dans un immeuble abandonné pendant que tout Paris est à sa recherche. Hélicoptère, police française, chien de patrouille, et là débute le second niveau, immeuble abandonné. Un niveau durant lequel Lara doit trouver un moyen de s'échapper par les toits. Pendant que la police envahit complètement les lieux, et d'ailleurs admirait un peu l'efficacité des forces de l'ordre françaises, ces fumigènes sont lancés avec une précision tout à fait remarquable. Vraiment, on sent l'élite. Quoi qu'il en soit, il faut fuir rapidement avant de manquer d'oxygène à cause des gaz qui envahissent progressivement l'immeuble. Et c'est ici qu'apparaît une nouveauté du remaster, l'empoisonnement. Oui, désormais, rester trop longtemps exposé à certains gaz peut empoisonner Lara. Et pour s'en débarrasser, 2 solutions. Atteindre le niveau suivant ou utiliser un antidote. Un nouvel objet ajouté dans cette version remasterisée.
Bon, à ce stade du jeu, on n'en a pas encore trouvé. Mais évidemment, même avec la police aux trousses et l'immeuble rempli de gaz, il faut quand même fouiller les appartements, parce que les collectibles ne vont pas se ramasser tout seuls. Donc on continue la récolte de soins et de chocolat, et surtout, un nouveau trophée commence ici, 2 de chaque, qui demande d'obtenir une paire de Scorpionix et une paire de Vector R35. Et justement, le premier Vector se trouve dans ce niveau. Le problème ? Il est enfermé dans un appartement verrouillé et la clé se trouve au dernier étage. Donc il faut faire un aller-retour complet dans un bâtiment rempli de gaz toxique. Forcément, sinon ce ne serait pas drôle. Une fois toute la collecte sécurisée, Lara finit par atteindre les toits de Paris. Et le 3e niveau débute, entrepôt et cheminée. Alors ici pas vraiment d'action particulière liée au trophée, mais ça ne veut pas dire qu'on peut relâcher l'attention, parce qu'il faut toujours penser à tout ramasser. Les soins, les barres de chocolat, les objets à revendre, et surtout continuer de faire attention aux chiens. Toujours ce fameux trophée gentil chien. Donc on ne les tue pas, on ne se fait pas mordre, et on évite de paniquer quand ils vous foncent dessus dans des couloirs étroits. Le niveau sert surtout de transition, une longue fuite sur les toits de Paris entre cheminées, plateformes métalliques et hélicoptères qui poursuivent Lara. Et la fin du niveau est, disons, peu élégante. Pour échapper aux hélicos, Lara saute vers une gouttière qui casse immédiatement, ce qui l'envoie directement dans une benne à ordures. Bon, ce n'est peut-être pas très maîtrisé, mais au moins elle échappe à ses poursuivants. Lara peut alors rejoindre le niveau suivant, l'appartement de Carvier. Carvier était un contact de Werner von Croy, et surtout, la personne que ce dernier avait recommandé à Lara pour comprendre ce qui se cache derrière toute cette histoire de peinture d'Obscura. Et je préfère vous prévenir tout de suite, Carvier n'est pas quelqu'un de particulièrement agréable, disons-le franchement, c'est une vieille aigrie. Elle travaille au Louvre, elle est extrêmement méfiante envers Lara, susceptible au moindre mot, et l'ambiance devient rapidement tendue, ce qui tombe plutôt bien parce que tout ça est lié au trophée criminalité en hausse. Et c'est ici qu'entre en scène une des grandes nouveautés de Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, les choix de dialogue. Oui, le jeu tente un côté RPG. Alors bon, la finalité reste quasiment toujours la même, mais certaines réponses changent légèrement le déroulement des scènes. Et ici, ça a un impact direct. Si vous êtes sympathique avec Carvier, elle vous remet gentiment le journal de Werner von Croy. Un carnet rempli de notes potentiellement essentielles pour comprendre ce qu'il se passe. Mais évidemment, nous ce qu'on veut c'est le trophée, donc on choisit l'option opposée. On lui parle mal. Très mal. Résultat, Carvier se braque immédiatement, elle s'enferme dans une autre pièce et appelle la police beaucoup plus rapidement. Donc là, le jeu se transforme presque en cambriolage chronométré. Il faut fouiller l'appartement, trouver le journal, récupérer les objets de valeur et s'enfuir avant l'arrivée de Navarro. Et c'est comme ça qu'on obtient criminalité en hausse. Le journal de Werner introduit aussi une nouvelle collection importante, les notes du journal. En avançant dans l'aventure et en examinant certains éléments, de nouvelles notes seront ajoutées automatiquement. Et pour un trophée, il faudra toutes les lire. Il y en a 62 au total. Et rien qu'en récupérant le journal, on en débloque déjà 19 d'un coup. Quoi qu'il en soit, après avoir quitté l'appartement de Carvier, on retrouve Lara le lendemain matin, allongée par terre, dans un vieux tramway désaffecté. Au milieu des mégots et probablement de la pisse. Le glamour parisien. Le niveau suivant débute, ghetto parisien, et celui-ci sert surtout de grand hub reliant plusieurs petites zones entre elles. Bon, déjà, il y a tellement de choses à faire ici qu'on dirait presque que le jeu veut nous forcer à faire 3 runs différentes, et techniquement, c'est un peu le cas. Parce qu'une bonne partie des trophées de cette zone tourne autour d'une fameuse boîte cachée dans la discothèque, le Serpent Rouge. Plusieurs personnages la recherchent, et rapporter la boîte à l'un empêche automatiquement de la donner aux autres. Magnifique! Heureusement, dans mon guide Trophée Succès, je vous montre comment utiliser intelligemment les sauvegardes pour éviter de refaire tout ce pan du jeu 3 fois. Parce que oui, on va clairement tricher avec les saves. Mais avant de passer à cette boîte, explorons un peu ce fameux ghetto parisien. Et déjà, Lara commence à interroger des SDF et un guide touristique. Enfin, interroger est un grand mot. Parce qu'avec la façon dont elle parle, on dirait surtout qu'elle cherche un rendez-vous sur Mythique. Je cherche quelqu'un. Ça craint vraiment de poser une question comme ça. Je cherche un homme. Tu l'as trouvé, beauté. Du calme, Pépé. En réalité, Lara recherche Bouchard, un contact de Werner mentionné dans son journal. Elle apprend que Bouchard possédait un bar nommé le Serpent Rouge, un établissement fermé après que plusieurs employés aient été massacrés par le Monstrum. Ambiance.
On lui conseille alors d'aller au café métro pour obtenir plus d'informations. Et le meilleur moment arrive juste après parce que le SDF, après avoir aidé Lara, lui demande simplement une petite pièce pour boire un café. Ce à quoi Lara répond Je n'ai rien sur moi. alors que depuis le début du jeu, elle vide littéralement les appartements de Paris. Lara a déjà un portefeuille rempli de bijoux, de billets et d'objets volés, mais visiblement, aider un SDF c'est trop demandé. Mais un peu plus loin, Lara rencontre Janice, une prostituée, et là encore, les dialogues sont extraordinaires. Y a pas beaucoup de clients à cette heure-ci. C'est trop tôt. Reste pas là, beauté. Tu vas faire fuir les michetons. Janice conseille finalement à Lara d'aller voir Bernard dans le parc, un ancien employé de Bouchard. Et avec toutes ces infos, dont la nouvelle de la mort de Carvier par le Monstrum, et c'est même tant mieux, l'exploration continue. Parce qu'évidemment, il faut toujours penser aux collectibles. Encore et toujours, soins, chocolat, argent, objets à revendre, notes du journal. D'ailleurs, Janice semble avoir perdu une liasse de billets en plein milieu de la rue, certainement tombée de son string. Et franchement, ce Paris est fascinant, la ville est complètement vide, c'est encore plus désert que pendant le confinement. Mais malgré ça, Paris semble déborder de boutiques coquines. Priorité, j'imagine. On croise aussi un videur, et sa voix française est littéralement celle de Schwarzenegger. Ça doit pas être quelqu'un du coin. Je ne sais pas qui a validé ça, mais honnêtement, je respecte. Et retenez bien ce personnage parce qu'il va devenir important. Au passage, on récupère aussi un petit trophée très simple, Cartophile, qui demande simplement de consulter les 3 plans du ghetto parisien. Un trophée tranquille, ça change. Direction ensuite l'église Saint-Écarde. Non pas pour prier pour l'âme corrompue de Janice, mais pour un autre trophée parce que oui, dans cette église se trouve un ring de boxe clandestin, tout à fait normal. Et l'ambiance du lieu est particulière. Déjà l'entraîneur a l'air sorti tout droit d'un vieux PMU abandonné, et quand on l'observe discrètement, le gars est littéralement en train de se gratter le cul. Pourquoi les développeurs ont animé ça ? Qui a pris cette décision ? On est vraiment sur un PNJ absolument immonde. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir parier sur un combat entre Zach et Karl. Le trophée Paris à Paris demande simplement de miser sur le bon combattant. Donc évidemment, sauvegarde avant, parce qu'il est impossible de refaire le pari si vous perdez. Et en récompense, vous récupérez une magnifique montre en or, parfaite pour la revente. Mais ce n'est pas tout. Un autre trophée vous demande littéralement de vous incruster au milieu du combat. Pour ça, il faut grimper sur les poutres de l'église, se laisser tomber sur le ring et mourir instantanément, parce que le jeu refuse catégoriquement que Lara participe au combat. C'est absurde, mais ça débloque joueur 3 connecté. Donc on accepte. Retour ensuite dans le ghetto parisien, direction l'herboristerie. Et là, contenu restauré du remaster, il est enfin possible d'acheter quelque chose. Dans le jeu original, cette boutique ne servait quasiment à rien. Ici, on peut acheter un antidote, ce qui débloque le trophée Neustadt. Et évidemment, Lara recommence à dire qu'elle cherche un homme. Encore. Je cherche quelqu'un. À ce stade, même le vendeur commence à la regarder bizarrement. Vous êtes dans une herboristerie. Et au passage, l'accent chinois forcé du vendeur en VF est absolument abusé. On est vraiment sur du doublage PS2 début 2000 dans toute sa splendeur. Je vous recommande ceci. Petit conseil important, sauvegarder avant l'achat puis recharger après le trophée. Parce qu'on doit toujours économiser les fameux 3500 €. Et le moindre centime compte, même s'il n'y a pas de centime. Il faut aussi penser à relancer les dialogues 2 fois avec le vendeur, sinon vous ratez une note du journal. Oui, même les conversations deviennent des collectibles. Une fois toutes ces actions terminées, c'est le moment de jouer avec les sauvegardes. Conservez une save ici, parce qu'on va devoir rapporter la fameuse boîte du serpent rouge à plusieurs personnages différents. Bernard dans le parc, Pierre au café métro et le videur. Et chacun donne un trophée différent. On commence donc par Bernard, et autant dire que l'ambiance devient immédiatement étrange dès qu'on mentionne Janice. Janice, cette paumée. Et pourquoi elle vous a parlé? Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur moi? Visiblement, Bernard a peur que Janice révèle certaines choses sur lui. Des petites choses très personnelles. Très petites apparemment. Il a dû s'en passer des choses dans ce parc. Et évidemment, Lara continue son légendaire « Je suis à la recherche d'un homme. Ah Lara, tu n'aides vraiment pas, hein ?» Mais attention, il faut choisir correctement les dialogues, parce que si Bernard se met trop en colère, il refuse toute coopération, et vous bloquez totalement la suite. Finalement, il accepte de parler, contre de l'argent, évidemment, et surtout, il révèle où trouver la fameuse boîte. Il donne aussi une clé permettant d'accéder au garage voisin du Serpent Rouge, un passage secret menant directement au bar.
Et c'est comme ça qu'on entre pour la première fois dans le niveau suivant, le Serpent Rouge. Chose importante que je n'avais pas précisé, le chemin de Bernard, on va vite s'en débarrasser, parce que ce n'est pas celui qu'on conservera pour notre complétion finale. Le meilleur chemin, c'est celui de Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il contient le plus d'objets pour les trophées de collecte. Donc Bernard va surtout nous servir à récupérer ces trophées, avant de retourner manipuler les sauvegardes comme un gros tricheur. Direction donc le passage secret menant au Serpent Rouge. Et là, petit moment extraordinaire, parce que dans le garage, Lara peut s'amuser avec un pont élévateur. Franchement, l'énergie est exactement la même. Mais surtout, cette zone est parfaite pour farmer plusieurs trophées grâce au premier garde. Et clairement, on va abuser des sauvegardes. Premier trophée, coup de grâce. Il faut blesser un garde par balle, puis le finir au corps à corps. Simple, violent, efficace. Ensuite, un mortel qui demande d'éliminer un garde depuis l'angle d'un mur. 13 infiltrations PS2 début 2000. Et enfin, le dernier trophée lié à cette zone, terreur de la piste de dance. Cette fois, il faut faire tomber une structure au-dessus de la discothèque, sans alerter les gardes. Donc évidemment, ce trophée doit être fait en dernier, parce qu'une fois repéré, c'est terminé. Et après ça, il est temps de lancer la musique. Et quelle musique! Elle m'entraîne dans le ghetto la nuit. La chanson de Janice m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Me raconte tous ses vices. Oh là, attendez, je crois que je me suis trompé de musique. Encore désolé pour cette mauvaise manip, on recommence. Ah, voilà, c'est mieux. La musique active alors une structure de projecteur permettant de grimper dans la boîte de nuit. Oui, les développeurs ont vraiment transformé une installation lumière en ascenseur, pourquoi pas. Et juste avant d'atteindre la fameuse boîte recherchée par Bernard, Lara doit devenir plus forte. Encore. Donc évidemment, elle fait tomber un pont avec un coup de pied, parce qu'apparemment, sans ça, Lara est incapable de défoncer une porte. Le système de progression de ce jeu est vraiment fascinant, hein. Une fois la boîte récupérée, on ressort du Serpent Rouge. Et là, nouveau festival de sauvegarde. D'abord, on donne 800 € et la boîte au videur, ce qui permet d'accéder au cimetière menant à la planque de Bouchard et d'obtenir le trophée dépensière. Puis on recharge immédiatement, parce qu'évidemment, on ne veut pas garder ce choix. On redonne ensuite la boîte à Bernard qui nous révèle le mot de passe du videur, pluie noire. Et oui, c'est aussi le nom du trophée, mais ce n'est toujours pas la bonne route, donc on recharge encore. Retour juste avant la première conversation du jeu avec Bernard, et cette fois direction le café métro pour parler à Pierre. Pierre veut lui aussi la fameuse boîte en échange d'informations sur Bouchard. Et au passage, on croise Curtis Trent, le futur second personnage jouable du jeu. Et honnêtement, le charisme d'une huître. Mais bon, on y reviendra plus tard. Il faut donc refaire entièrement le passage du Serpent Rouge, encore, mais cette fois-ci en passant par les égouts. Parce que c'est ce chemin qui contient le plus de collectibles. Et c'est lui qu'on conservera pour toute la suite de notre run 100%. Donc, soins, argent, objets à vendre, notes, chocolat, on ramasse tout, encore. Puis on récupère une nouvelle fois la boîte et on retourne vers le ghetto parisien. On retourne aussi dans les égouts, parce qu'évidemment certains collectibles étaient bloqués derrière une porte inaccessible plus tôt. Mais heureusement, Lara est devenue plus forte. Oui, grâce à son incroyable entraînement consistant à casser un pont avec un coup de pied. Le bodybuilding selon Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Et justement maintenant qu'on est riche, il est temps de se débarrasser du trophée lié à l'argent, des montagnes d'or. Direction donc le monde piété de Monsieur Rennes. Et quel personnage! Le type a l'air aussi accueillant qu'un contrôle fiscal. Vous êtes ouvert? La porte était pas fermée? On lui revend absolument tout. Bijoux, objets antiques, babioles diverses et même le vinyle de la chanson de Janice qu'on a récupéré au Serpent Rouge. Oui, il pourra danser le temps qu'il lui reste sur cet énorme tube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez la chanson entière sur la chaîne. Mais aussi de liker cette vidéo, je préfère vous le rappeler de suite avant d'arriver à la fin quand il n'y aura plus personne. Une fois les 3500 € atteints, le trophée tombe enfin. Et avec l'argent accumulé, on peut acheter le silencieux et la visée laser.
Ce qui débloque acheteuse sur gage. Et maintenant que le trophée lié à l'argent est terminé, on peut enfin acheter un antidote normalement, parce qu'on va réellement en avoir besoin plus tard. Et ce qui est formidable avec ce système économique, c'est qu'après ça, il ne sert quasiment plus à rien. Alors qu'on n'est même pas à la moitié du jeu, ni même au tiers d'ailleurs. Bref, direction le Café Métro pour remettre la boîte à pierre, qui nous offre au passage une magnifique reprise de Claude François. Vous l'avez? En échange, Pierre nous donne le code de l'appartement de son ex, Francine, quand je vous disais que c'était mythique ce jeu, ce qui permet d'accéder au cimetière. Et Francine, c'est littéralement Janice avec une autre coiffure, les développeurs ne se sont vraiment pas fatigués. Mais surtout, son appartement contient un objet important, une montre de sport, qu'il faut absolument voler pour le trophée kleptomaniaque. Et c'est assez drôle parce que dans le jeu original, cet objet ne servait absolument à rien, vu qu'à ce stade du jeu, il n'était déjà plus possible de vendre quoi que ce soit. Le remaster lui a donc trouvé une utilité, un trophée. Direction ensuite le cimetière Saint-Écarde, qui cache encore des chocolats, des soins, et évidemment des chiens. Toujours ce fameux trophée où il ne faut ni les tuer, ni se faire mordre. Mais le vrai problème ici, c'est un autre trophée, Périlleuse, qui demande d'atteindre une zone cachée derrière un muret pour récupérer des munitions. Et déjà que le chemin est pénible, il faut le faire en évitant les chiens. Après tout ça, on découvre enfin le passage secret menant au niveau suivant, planque de Bouchard. Et ça commence immédiatement avec un trophée absolument infernal. Des trous, des petits trous. Un trophée buggé, évidemment. Le jeu vous demande d'éviter de tomber dans les crevasses présentes dans le long du couloir menant jusqu'à Bouchard. Et déjà de base, le passage est ultra fastidieux parce que Lara glisse, les sauts sont imprécis, les angles de caméra imposés sont nuls. Bref, du pur ange des ténèbres. Mais le pire, c'est le bug. Si vous tombez une seule fois dans une crevasse, il ne suffit pas de recharger une sauvegarde du niveau. Non, il faut recharger une sauvegarde avant d'être entré dans la planque, sinon le trophée refuse définitivement de tomber. Pourquoi ? Aucune idée. Mais clairement, ce trophée a été codé avec les pieds. Une fois cette horreur terminée, nouvelle sauvegarde obligatoire avant de parler à Bouchard. Parce que oui, c'est lui qui donne la deuxième mort ridicule du trophée Darwin Awards. Il suffit de mal lui parler avec les choix de dialogue. Et le mec vous exécute instantanément pendant une cinématique. Fin de la discussion. Donc évidemment, on recharge. Et cette fois, on choisit les bons dialogues. Parce qu'en plus des conséquences sur la scène, certains choix donnent aussi des notes de carnet. Et bien sûr, il faut toutes les récupérer. Quoi qu'il en soit, Bouchard révèle une information importante. Werner voulait se rendre au Louvre. Et comme par hasard, c'est précisément là que travaillait Carvier. Comme quoi, tout finit toujours par se recouper dans ce jeu. Mais avant de pouvoir avancer, Lara veut un armement plus conséquent. Et Bouchard lui confie donc une mission extrêmement discrète et légale, livrer des faux passeports aux prêteurs sur gage. Passeport. Oui, des passeports. Lara Croft est officiellement entrée dans une carrière criminelle complète. En échange, Ren pourra peut-être fournir à Lara l'équipement qu'elle recherche. Sauf qu'en arrivant sur place, juste après avoir déposé les Passeport. on découvre Ren assassinée par le Monstrum. Et pire encore, toute la boutique est piégée. Donc là, énorme séquence de fuite, il faut tout récupérer rapidement, puis s'échapper avant que tout explose. Et Lara finit par s'enfuir via les conduits d'évacuation, alors qu'une explosion lui brûle légèrement le dos, sous les yeux de Curtis Trent. Et là, le jeu essaie de nous vendre une scène ultra stylée, très années 2000, slow motion, regard mystérieux, musique dramatique. Mais honnêtement, le charisme de Curtis reste celui d'une huître sous antidépresseur. Et pendant ce temps, le scénario commence enfin à partir complètement dans tous les sens. On découvre Eckhart en pleine réunion avec la coterie, une organisation cherchant à réveiller le dormeur, le dernier représentant des Néphilim. Oui, on est passé d'un thriller parisien à un délire ésotérique apocalyptique, très rapidement. Et pour accomplir ça, Eckhart recherche les 5 peintures d'Obscura. La coterie en possède déjà 3, la 4e se trouve au Louvre, et la 5e à Prague. Eckhart donne alors l'ordre à Gunderson de superviser les opérations pour récupérer la 4e peinture. Et honnêtement, avec sa tête, on dirait juste Philippe Etchebest qui prépare un nouvel épisode de Connard en cuisine. Et on retrouve Lara dans les fosses de drainage du Louvre. Oui, parce qu'apparemment, la meilleure manière d'infiltrer l'un des plus grands musées du monde, c'est de passer par les égouts. Alors qu'en vrai, quand on voit à quel point le Louvre se fait voler facilement ces derniers temps, tu pouvais peut-être juste passer par la porte principale en plein après-midi, Lara.
Et c'est dans ce niveau qu'on peut commencer un trophée assez particulier, Onde de choc, qui demande d'électrocuter 2 ennemis non humains différents. Et heureusement, on vient juste de récupérer le K2 Impactor chez Ren. Donc forcément, le premier réflexe du jeu, c'est électrocuter un rat. Voilà où on en est. Mais ce n'est que la première étape, parce qu'il faudra trouver plus tard un autre type d'ennemi non humain pour terminer le trophée. Donc attention à ne pas oublier cette action ici. Autre trophée du niveau, Super Lario. Et honnêtement, le nom est parfait parce qu'il faut activer les 6 valves du niveau en moins de 5 minutes. Dans un niveau rempli d'eau, de plateformes étroites, de tuyaux et de détours infernaux. Un vrai plaisir. Clairement, c'est le genre de trophée où vous allez vous perdre, rater un saut, tomber dans l'eau, puis recommencer immédiatement. Et comme souvent dans Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, les contrôles n'aident absolument pas. Après toute cette progression et quelques collectibles supplémentaires, Lara finit par faire exploser une partie des fondations afin d'ouvrir un passage vers le niveau suivant, Galerie du Louvre. Et là on entre dans un niveau 100% infiltration, parce qu'un trophée nommé Fantôme du Louvre vous demande de terminer toute la zone sans jamais vous faire repérer. Absolument jamais. Heureusement, le K2 Impactor est complètement cheaté. Une seule décharge et le garde s'écroule instantanément. Franchement, cette arme détruit totalement l'équilibrage du jeu. Mais les gardes ne sont pas les seuls problèmes, parce qu'il faut aussi éviter les caméras de sécurité, les lasers, les alarmes, et évidemment continuer la collecte habituelle. Toujours soins, chocolat, notes, collectibles divers, et parlons justement des lasers parce que leur fonctionnement est absolument idiot. Pourquoi créer un système où les lasers s'activent, se désactivent, puis laissent volontairement une fenêtre d'infiltration, au lieu de les laisser allumés en permanence? Ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est le Louvre. Quoi qu'il en soit, on finit par atteindre la fameuse salle de la Joconde. Et là, le tableau a été remplacé par un faux. Merci Mr Bean. Bon, en réalité, c'est un easter egg. Le visage visible sur la Joconde est celui de Peter Connelly, le compositeur du jeu. Et le plus ironique dans l'histoire, c'est que le tableau est enfermé derrière des lasers comme dans une prison. Quand on sait où Peter Connelly se trouve aujourd'hui, le timing est exceptionnel. Pour progresser, Lara doit ensuite passer par les conduits d'aération afin d'atteindre les toits, puis s'infiltrer dans le bureau de Carvier pour lui voler son passe d'accès. Et là encore, le niveau de sécurité du Louvre est fascinant, parce que le mot de passe du bureau est littéralement écrit sur un post-it collé à l'écran de l'ordinateur, visible directement depuis la salle de sécurité, devant les caméras. Pourquoi même avoir un mot de passe à ce stade ? Au passage, cette salle de sécurité contient aussi le fameux Vector R35, l'un des 2 types d'armes qu'il faut posséder en double pour le trophée 2 de chaque. Donc attention à ne pas l'oublier. Une fois le pass de Carvier récupéré, on poursuit notre infiltration, toujours sans se faire repérer évidemment. Et Lara accède finalement au niveau suivant, site archéologique, ce qui confirme au passage que Werner von Croy fouillait visiblement au bon endroit concernant les peintures d'Obscura. Ce niveau est assez court et le principe est simple, trouver plusieurs symboles puis les aligner correctement pour ouvrir l'accès à la suite. Enfin simple, on est dans Tomb Raider l'Ange des Ténèbres quand même. Évidemment, des gardes patrouillent dans la zone, et l'un d'eux est directement lié à un trophée de nulle part, qui demande de l'éliminer discrètement par derrière sans se faire repérer. Et ça c'était facile à l'époque, mais depuis les patchs du remaster, le garde est devenu complètement craqué. Le mec tourne sur lui-même à une vitesse absurde. On dirait qu'il sent Lara arriver par télépathie. Aujourd'hui honnêtement, le meilleur conseil c'est sauvegarde rapide, recharge rapide, encore et encore, jusqu'à ce que le jeu décide enfin de vous laisser passer derrière lui. Parce qu'à ce stade, ce n'est même plus de l'infiltration, c'est du RNG. Une fois le garde neutralisé, le trophée tombe enfin et on peut passer à l'énigme principale du niveau. Quand tous les symboles sont connus, il faut réaliser le trophée jackpot. Et là, accrochez-vous, le principe consiste à bloquer l'avant-dernier symbole de chaque rangée, puis tout débloquer d'un coup, afin que le prochain mouvement aligne automatiquement les bons symboles. Oui, dit comme ça c'est incompréhensible, mais promis, dans mon guide trophée c'est beaucoup plus clair. En réalité, c'est surtout une énigme de logique. Une fois le mécanisme correctement résolu, le passage s'ouvre enfin et Lara peut accéder au niveau suivant, le tombeau des anciens. Et ce niveau commence extrêmement fort avec un trophée nommé Rapide et Curieux, qui demande de descendre tout au fond du tombeau en moins de 3 minutes. Oui, dans un Tomb Raider. Donc évidemment, on va quand même essayer de ramasser des collectibles au passage. Et surtout, c'est ici qu'on termine le trophée Onde de choc, en électrocutant un deuxième type d'ennemi non humain avec le K2 Impactor. Et dans ce niveau,
ce sera une chauve-souris. Lara continue sa guerre contre la faune sauvage commencée en 1996. Mais descendre ce tombeau, ce n'est absolument pas une promenade de santé. À l'époque, avec les contrôles tanks, c'était presque du hasard total. Il fallait parfois littéralement se cogner contre les murs pour casser la chute correctement et réussir à atterrir sur certaines plateformes. Oui, le jeu vous demandait presque de pratiquer le parcours version flipper. Aujourd'hui, avec les contrôles modernes, c'est quand même plus faisable, mais certainement pas sans risque, parce qu'une erreur ici et Lara se transforme immédiatement en crêpe archéologique. Une fois tout en bas, on découvre un autre trophée qu'il faudra surveiller pendant une bonne partie du jeu. Nous sommes des Lariates. Oui, une magnifique référence à... Nous sommes des Spartiates! Le principe, faire tomber les 17 chevaliers morts-vivants du jeu dans le vide. Pas les tuer normalement, non, les faire tomber, tous, sans exception. Donc à chaque rencontre, il faut les attirer près d'un trou, d'un gouffre, d'un précipice, puis essayer de les pousser au corps à corps. Et plus tard avec le fusil à pompe, ça devient un peu plus simple grâce au recul. Parce que oui, le shotgun arrive juste après le premier chevalier. Heureusement, mais il faudra doser car il faut éviter de trop les allumer, sinon ils ne se relèveront plus. Mais ce n'est toujours pas le pire trophée du niveau, parce qu'on a aussi haute voltige, et celui-là c'est un enfer. Il faut traverser un couloir rempli de pièges sans prendre le moindre dégât, et en plus de ça, le trophée exige qu'on fasse un saut de l'ange pendant la traversée. Et les pièges ici ne rigolent absolument pas. Lames, pics, flèches. Les développeurs se sont clairement dit, et si on mettait absolument tous les pièges du jeu au même endroit? Donc évidemment, sauvegarde obligatoire avant de tenter ça, parce qu'il faut une précision chirurgicale. Et surtout, énormément de patience. Après avoir récupéré une nouvelle note du journal, on finit par atteindre une immense zone composée de plusieurs secteurs. Galerie des saisons. Et je vous préviens tout de suite, vous allez détester. Déjà, il y a encore ces enfoirés de chevaliers morts-vivants partout. Parce que comme je vous le disais, la galerie des saisons est divisée en 4 secteurs liés aux éléments. Et dans chaque zone, des pièges, des plateformes infernales, des collectibles et ces satanés chevaliers qu'il faut toujours faire tomber dans des trous pour le trophée Nous sommes des Lariates. On commence avec le hall de Neptune, le secteur lié à l'eau. Et évidemment, un trophée est associé, soit comme l'eau, qui demande de traverser tout le secteur sans prendre de dégâts. Et vous vous souvenez du couloir piégé de tout à l'heure? Eh bien, imaginez exactement la même chose sous l'eau, avec des passages ultra étroits et des pièges complètement incohérents. Parce que parfois, vous touchez les pièges, aucun dégât, vous ne les touchez pas, dégâts quand même. Le jeu fait littéralement ce qu'il veut. Donc ici, la stratégie est simple, sauvegarder tout le temps avant chaque passage délicat. Parce qu'évidemment, il faut aussi continuer à récupérer les collectibles, sinon ce ne serait pas drôle. Une fois le cristal d'eau récupéré, on quitte enfin cette horreur. Et honnêtement, c'est un soulagement. Et comme souvent dans ce jeu, je recommande vraiment de vérifier les statistiques avant de quitter une zone. Parce qu'oublier un collectible ici, c'est le meilleur moyen de pleurer plus tard. Vous pensiez que c'était déjà compliqué? Attendez la suite. Le deuxième secteur est le souffle d'Hadès, l'épreuve du vent. Le principe, traverser une immense salle en sautant sur des piliers branlants, qui n'autorisent absolument aucune erreur. Et évidemment, certaines statues soufflent des rafales capables de vous faire tomber dans le vide si vous sautez au mauvais moment. Le timing est donc ultra précis. C'est ici qu'on réalise le trophée Enfer et Domination, qui demande de récupérer tous les objets du secteur, en utilisant seulement 2 piliers spécifiques pour traverser la salle. Le trophée était d'ailleurs complètement buggé à la sortie du remaster, parce qu'il fallait récupérer certains objets dans un ordre précis, sinon le trophée refusait de tomber. Aujourd'hui, ça semble enfin corrigé. Heureusement. Une fois le cristal du vent obtenu, on s'empresse de quitter les lieux, encore vivant si possible. Et maintenant, la pire épreuve du jeu. Oui, la pire. Le sanctuaire du feu. Et là, c'est un cauchemar absolu. La salle entière est en train d'exploser, dalles qui s'effondrent, plateformes expulsées dans les airs, trous vers la lave, boules de feu aléatoires. On dirait que le jeu essaie activement de vous assassiner. Et surtout, conservez absolument une sauvegarde au début du secteur parce qu'il y a 2 trophées impossibles à faire en une seule fois. Le premier, jouer avec le feu, qui demande d'atteindre rapidement le cristal avant que la salle ne soit totalement embrasée. Bon, celui-là est stressant mais faisable. Le vrai démon ici, c'est Rocket Woman, et je peux vous le dire, c'est probablement le trophée le plus rageant des 6 Tomb Raider de Core Design. Le principe ? Se faire propulser dans les airs par 5 plateformes différentes,
puis retomber sans prendre de dégâts. Et le problème, c'est que le jeu ne compte parfois pas correctement certaines plateformes. Donc même si vous réussissez 5 fois, le compteur peut décider que non. Résultat, sauvegarde, recharge, sauvegarde, recharge, et encore, et encore, et encore, encore, et encore, et encore. Et évidemment, il faut réussir à décoller, réussir à retomber sans dégâts, éviter les boules de feu aléatoires, survivre à la maniabilité du jeu, un bonheur. Sur PS5 au moins, vous pouvez vérifier votre progression directement dans les trophées. Mais sur PS4, absolument pas. Donc vous jouez littéralement à l'aveugle. L'enfer. Quand le trophée finit enfin par tomber, on récupère le cristal de feu, puis les collectibles et on retourne à la galerie des saisons. Direction maintenant la 4e épreuve, Furie de la Bête, le secteur lié à la Terre. Et honnêtement, comparé au feu, c'est presque reposant. Le principe est simple, le sol s'effondre progressivement sous Lara, et un trophée nommé Vivre dangereusement demande de prendre le chemin le plus risqué pour atteindre le cristal de terre. Donc forcément, plateforme instable, trous partout, risque de chute permanent, mais après le sanctuaire du feu, franchement ça passe. On n'oublie évidemment pas de continuer à faire tomber les chevaliers morts-vivants dans des trous, et honnêtement leur précision est catastrophique. Ils frappent souvent complètement à côté, on dirait Gilbert Montagnier de la tour VCI de Tomb Raider 5. Une fois les 4 cristaux récupérés, on retourne dans la galerie des saisons pour les placer dans leur réceptacle. Ce qui déverrouille une nouvelle partie des souterrains avec encore beaucoup de pièges. Tout ça pour activer les plateformes qui vous permettront de grimper la galerie principale. Et là commence une immense phase d'escalade dans la galerie, toujours remplie de plateformes et de chevaliers à pousser dans le vide. Finalement, Lara atteint la salle où se cache la fameuse peinture d'Obscura, protégée par une espèce de spectre. Et un dernier trophée entre alors en jeu, Peinture Express, qui demande de récupérer la peinture et de s'enfuir en moins d'1 minute. Donc évidemment, sauvegarde au début du combat, on fait le trophée rapidement, puis on recharge pour reprendre tranquillement les collectibles ensuite. Et le plus drôle, c'est que le spectre est complètement cassé, parce que si Lara reste accroupie avec ses armes rangées, le boss ne la touche quasiment jamais. Une fois la peinture récupérée, le tombeau des anciens se retrouve complètement inondé, ce qui permet enfin de récupérer un soin inaccessible auparavant. Et après toute cette aventure sous le Louvre, on revient finalement dans la galerie du Louvre. Enfin, plus exactement, dans les galeries assiégées. Et effectivement, on retraverse les galeries du Louvre, mais cette fois-ci complètement différemment, puisqu'elles sont prises d'assaut par Gunderson et ses hommes. Et ces fameux hommes de Gunderson sont liés à un trophée nommé « Plus de gaz, plus de bazar ». Encore un trophée infernal. L'idée, c'est de traverser toute la galerie pour faire apparaître les 17 hommes de Gunderson et tous les éliminer. Mais évidemment, ce ne serait pas drôle sans conditions supplémentaires. Le trophée interdit totalement l'utilisation du masque à gaz et d'objets de soins, alors que les lieux sont infestés de gaz lacrymogène et qu'il faut régulièrement faire demi-tour pour faire apparaître d'autres hommes de Gunderson qui ne pouvaient pas apparaître avant. Magnifique idée. Heureusement, les antidotes sont autorisés si vous êtes intoxiqué. Mais ça ne change pas un énorme problème, votre oxygène continue de se vider. Donc le trophée reste entièrement chronométré. Et autant vous dire, le timing est extrêmement serré. Et le pire, parfois le trophée refuse juste de tomber. On ne sait pas pourquoi. Donc même si vous pensez avoir tout fait correctement, le jeu peut simplement décider non. Et vous recommencez. Encore. Le plus relou dans l'histoire, c'est que le trophée est déjà très tendu niveau oxygène. Donc refaire tout ça parce que le jeu a décidé de bugger, c'est un plaisir absolu. Bref, une fois le trophée obtenu pour de vrai, on recharge évidemment une sauvegarde, parce que maintenant il faut refaire toute la zone avec le masque à gaz, afin de pouvoir fouiller tranquillement, et récupérer les munitions, et surtout l'unique soin du niveau. Et attention, le moment où Lara débloque enfin le sprint est extraordinaire, parce que ça arrive quand elle ouvre la porte d'un placard contenant le masque à gaz. Oui, Lara devient plus athlétique grâce à une porte de placard. Le game design de ce jeu est fascinant. Et à la fin du niveau, on a probablement droit à la cinématique la plus cringe de tout le jeu, et même de toute la licence. Curtis Trent apparaît, toujours avec le charisme d'une huître, armé de son fameux Shirugai, oui c'est réellement le nom de son disque volant. Il vole la peinture d'Obscura à Lara pendant que la mise en scène essaye désespérément de nous vendre un moment ultra sexy, mystérieux, même le caméraman semble surexcité pendant la scène. Bref, Curtis se casse avec la peinture et Lara reste là, complètement sous le choc. Attendez, elle serait tombée amoureuse de ce truc, donc techniquement j'ai toutes mes chances.
Pendant ce temps, Gunderson ou Philippe Etchebest, selon les plans, lance ses hommes à leur poursuite. Et honnêtement, ils sont extrêmement cons. Curtis en profite d'ailleurs pour frimer dans des cinématiques qui n'ont absolument aucun sens entre elles niveau mise en scène. Puis Lara le retrouve dehors, complètement assommé, avant de se faire assommer à son tour par un homme de Gunderson. Attendez, mais c'est le videur du ghetto parisien ? À ce stade, le scénario part complètement en roue libre. Lara se fait réveiller ensuite par Bouchard, Curtis a disparu, mais elle trouve un objet mystérieux ressemblant à un poignard. Et Lara veut désormais vérifier certaines choses dans l'appartement de Werner von Croy, parce qu'elle a découvert au Louvre plusieurs éléments pouvant expliquer sa mort. Bouchard propose alors de l'y conduire et sa présence est justifiée par une phrase absolument incroyable. Il aurait capté la fréquence des flics. Voilà, c'est l'explication. Il apprend également à Lara qu'un nouveau meurtre du Monstrum a eu lieu à Prague. La victime, Vasile, un marchand d'art qui travaillait lui aussi avec Werner sur les peintures d'Obscura. Une fois sur place, Lara entre dans l'appartement et Bouchard le trahit immédiatement en envoyant le nettoyeur. Avant son arrivée, les souvenirs de Lara commencent enfin à revenir. Et le jeu nous remontre la cinématique du début, mais cette fois avec toute la vérité. On découvre que lorsque Lara tombe au sol pendant sa dispute avec Werner, ce n'est pas lui qui l'attaque, c'est Peter Van Eckart qui l'attaque, le chef de la coterie. Oh là là, incroyable retournement de situation. Lara n'était donc pas la coupable, mais quelle surprise! Absolument personne ne pouvait le deviner. Surtout pas les joueurs français dont la VF avait littéralement spoilé ça dès le début du jeu. Eckart assassine Werner, puis trace des symboles sur le mur avec le sang de sa victime, ce qui confirme définitivement qu'il est lié au Monstrum et au meurtre qui terrorise Paris depuis le début de l'aventure. Fin de la cinématique et début du niveau, appartement de von Croy. Un niveau rempli de collectibles, encore, et cette fois-ci, il faut surtout faire attention aux nombreuses notes pour le carnet de Werner, aux soins disséminés partout dans l'appartement, mais surtout un objet très précis, la canne de Werner, parce qu'il faut absolument la récupérer en dernier. Pourquoi ? Parce qu'elle cache les fameuses gravures d'Obscura. Des plans indiquant l'emplacement des peintures et surtout, c'est à partir du moment où Lara récupère ces gravures que le nettoyeur débarque. Donc mieux vaut avoir terminé toute la fouille avant. Bref, le nettoyeur arrive enfin et mon Dieu, on dirait le sosie de Patrick Hernandez. Parce que honnêtement, le gars essaie vraiment d'avoir une aura de tueur ultra classe. Enfin, peut-être que le gars recherche une nouvelle canne pour ses clips. Mais il finit surtout par s'enfuir partout dans l'appartement pendant que Lara lui vide des chargeurs dessus. Le but est alors de s'échapper de l'appartement, tout en évitant les pièges qu'il a installés, ses différentes apparitions, et évidemment quelques collectibles supplémentaires dans les couloirs. Parce que même pendant une tentative d'assassinat, le 100% n'attend pas. Finalement, le nettoyeur est éliminé et cela débloque automatiquement le trophée Room Service. Ce qui est honnêtement un nom de trophée incroyable pour un tueur à gages. Juste après sa mort, son téléphone sonne. Lara décroche et découvre que Bouchard l'a totalement manipulé depuis le début. Elle menace alors de le retrouver avant de tomber sur une carte de visite appartenant à Vasile et son adresse à Prague. Lara vole ensuite la clé du véhicule du nettoyeur et le niveau suivant commence immédiatement, ce qui est assez frustrant d'ailleurs parce qu'à l'origine le jeu devait proposer une vraie séquence jouable avec ce véhicule, mais elle a été coupée pendant le développement. Dommage. Le niveau suivant débute donc, lieu du crime du Monstrum. Et le niveau commence très fort, Lara dégaine enfin ses doubles pistolets. Oui, on obtient automatiquement un second Vector R35. Bon, malheureusement, celui-ci ne compte pas pour le trophée 2 de chaque, puisqu'il est obtenu automatiquement. Mais honnêtement, pouvoir enfin jouer avec les doubles flingues dans Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, alors que le jeu original ne nous l'avait jamais permis, c'est vraiment trop satisfaisant. Dans cette zone, on rencontre aussi un journaliste nommé Ludik, qui surveille discrètement le lieu du crime. Enfin, discrètement... Il faut lui parler et surtout bien choisir les dialogues, parce que plus tard, il pourra vous proposer une arme contre de l'argent, ce qui est nécessaire pour le trophée l'automatique de Ludik. Mais il donne aussi énormément d'informations importantes sur la coterie, ses différents membres et leurs rôles respectifs, ce qui permet de récupérer plusieurs nouvelles notes pour le journal de Werner. Et c'est aussi ici qu'on remarque un ajout du remastered. Le nom de Karel apparaît désormais beaucoup plus tôt dans le scénario. Un détail qui aura clairement son importance plus tard. Quoi qu'il en soit, Lara doit maintenant s'infiltrer chez Vasile.
Et franchement, quel plaisir de pouvoir enfin profiter des doubles pistolets dans les combats. Bon, évidemment, il faut toujours faire attention aux chiens. Encore, toujours ne pas les tuer, ne pas se faire mordre. Le trophée continue encore un bon moment. Après l'infiltration, Lara surprend finalement Bouchard dans les appartements de Vasile. Et cette fois, elle veut des réponses. Bouchard explique alors qu'il travaille sous les ordres des cartes. Et surtout, que celui-ci menaçait directement sa famille. On apprend également une information capitale, la dernière peinture d'Obscura serait cachée sous le Strahof, le QG de la coterie. Une galerie secrète où le Lux Veritatis aurait dissimulé la peinture vers l'an 1500. Et le Lux Veritatis, c'est en gros l'organisation opposée à la coterie depuis des siècles. Donc à ce stade, le scénario est officiellement devenu un mélange d'ésotérisme, de sociétés secrètes, de serial killer et de Lara Croft avec ses doubles flingues. Non, rien à voir. Lara attache ensuite Bouchard à un radiateur pour fouiller une pièce secrète de l'appartement et elle y découvre la dernière gravure indiquant l'emplacement exact de la peinture sous le Strahof. Mais lorsqu'elle revient, Bouchard a disparu, évidemment. Enfin, pas totalement, puisqu'on le retrouve mort dans un placard. Bref, retour à l'extérieur. On évite une dernière fois un chien dans ce niveau, on retourne ensuite voir Ludic, qui nous donne le code permettant d'infiltrer le Strahof, mais surtout, il nous propose son arme automatique. Et là, vous réalisez que c'est pour le trophée l'automatique de Ludic. Combien? Et pour avancer, le trophée 2 de chaque. Combien? 800 €. 800 €. Ok, on parlera dans la voiture. Bon, on est un peu obligé pour le platine. La forteresse du Strahof est donc le prochain niveau du jeu et ça commence immédiatement avec encore un trophée d'infiltration. Le trophée Pas un bruit, qui demande de traverser l'entrepôt précédent le Strahof sans se faire repérer par les gardes. Bon, à ce stade, on a l'habitude, donc mode discrétion, approche lente, étranglement par derrière, la routine quoi. Ah, et au passage, ce trophée est relou parce que à un moment donné, on entre dans une espèce de cabine et quand on doit sortir, il y a un garde qui patrouille autour et bien sûr, le mode photo ne fonctionne pas très bien à ce moment-là. On peut pas savoir où en est le garde. Est-ce qu'il regarde vers nous quand on s'apprête à sortir ou est-ce qu'il est déjà en train de partir? On ne sait absolument rien. C'est vraiment pénible. On profite aussi de cet entrepôt pour réaliser un autre trophée et celui-là est quasiment obligatoire puisque le passage vous donnant le trophée est obligatoire pour désactiver les tourelles automatiques. Le trophée s'appelle Snake Eater, évidemment en référence à Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Et pourquoi ce nom? Parce qu'on doit grimper une échelle interminable. Oui, exactement comme dans MGS3. Et honnêtement, il manque juste la musique pendant 3 minutes pour compléter l'hommage. I'm searching and I'm melting to you. Une fois véritablement dans le Strahof, il faut encore faire attention aux chiens, même en pleine énigme. Mais bonne nouvelle, c'est à la fin de cette zone que le trophée gentil chien tombe enfin. Et honnêtement, quel soulagement, parce que ces chiens nous suivent depuis littéralement le début du jeu. En passant par les conduits d'aération, on surprend ensuite une scène assez violente. Ludic a été retrouvé par Gunderson Etchebest et écarte l'électrocute sans la moindre hésitation. Bref, on continue notre progression, toujours avec soin et chocolat, vous connaissez la chanson à ce stade, et en désactivant le système de sécurité du Strahof, Lara libère sans le savoir un proto-néphilim, qui commence immédiatement à foutre le chaos partout dans le complexe. Bon travail Lara. On en profite aussi pour terminer le trophée 2 de chaque, en récupérant enfin le second Scorpionix, dans la fameuse salle de Clo-Clo. Mais le pire trophée du niveau reste clairement insaisissable. Et celui-là, quelle horreur! Le principe, traverser un long couloir rempli de mines et de lasers en faisant rouler une bobine. Et forcément, la bobine déclenche les mines. Donc prendre des dégâts est normal, le vrai problème ce sont les lasers, parce que eux vous tuent instantanément. Il faut donc alterner constamment gauche-droite autour de la bobine pour éviter les lasers qui jaillissent des deux côtés. Le tout en mouvement permanent. Et évidemment, Lara ne va jamais à la bonne vitesse parce que si vous marchez, la bobine va trop vite. Si vous courez, Lara dépasse la bobine. Donc il faut littéralement doser ses déplacements en permanence. Un enfer absolu. Après avoir survécu à cette merveille de game design qui, entre parenthèses, aurait pu être traversée allongée pour tout éviter,
on atteint enfin le niveau suivant, centre de recherche biologique. Et avant même de parler du niveau, il faut qu'on parle d'un détail extrêmement important. Pourquoi Lara a changé de pantalon entre 2 niveaux? Sérieusement, elle débarque soudainement en short, sans aucune explication, comme si elle avait pris le temps de faire du shopping entre 2 laboratoires mutants. Et le meilleur, c'est que le remastered a ajouté un dialogue pour tenter de justifier ça. Lara dit simplement « Il faut se sentir à l'aise dans ses habits. Ah ben oui, merci Lara, le mystère est résolu. On ne sait pas quand elle s'est changée, ou ni pourquoi maintenant précisément. Bref, on y rencontre le docteur Grant Muller, le sosie officiel de François Bayrou, à cause de sa petite chemise, qui travaille plus que lui, mais surtout l'expert botanique de la coterie. Et évidemment, comme tous les méchants dans ce genre de jeu, le gars ne peut pas s'empêcher d'expliquer son plan diabolique pendant 10 minutes, au lieu de juste se débarrasser de Lara. Après son monologue, il nous asperge d'un gaz, puis il s'enfuit tranquillement. Donc forcément, direction les serres du complexe. Rempli de mutants, plantes cheloues, expériences ratées et autres joyeusetés biologiques. Et le premier trophée du niveau est déjà infernal. Sélection naturelle, qui demande de tuer 11 mutants dans une salle spécifique. Le problème, ils apparaissent un peu quand ils veulent. Parce que certains mutants refusent même totalement d'apparaître. Donc sauvegarde obligatoire avant la zone, parce que sinon vous pouvez faire tout le niveau pour rien. Et le pire, le trophée ne tombe qu'à la fin du niveau. Donc impossible de savoir immédiatement si le jeu a bien tout compté. Mais bon, normalement c'est bon à partir du moment où les 11 sont bien apparus puis tués. Mais cela reste particulièrement stressant quand on sait que le niveau peut encore faire cracher la version PS4 à n'importe quel moment. Oui, encore. Heureusement, la version PS5 semble beaucoup plus stable aujourd'hui. Mais franchement, ce niveau reste une roulette russe technique. Quoi qu'il en soit, il faut avancer, toujours en récupérant soins et notes. Évidemment. À un moment, Lara doit aussi empoisonner une plante géante qui bloque une porte. Et pour ça, il faut reproduire une recette affichée au mur. Oui, Lara Croft devient littéralement chimiste. Plus loin, on arrive dans une grande salle remplie de gardes. Et il faut tous les éliminer afin de récupérer leur carte d'accès pour progresser. Mais surtout, c'est ici qu'on peut obtenir le trophée Mimétisme Parfait, qui demande de faire le poirier devant une plante très précise. Je ne poserai aucune question. Évidemment, cette salle possède encore un bug potentiel, parce qu'il peut arriver qu'un garde refuse simplement d'apparaître. Résultat, impossible d'obtenir toutes les cartes nécessaires, donc impossible d'avancer. Incroyable! Et après avoir éliminé l'un des gardes en hauteur de cette salle, une cinématique se déclenche, on y retrouve Christina Bose, une membre de la coterie et responsable du pôle scientifique du complexe. Et clairement, ça ne va pas fort. Elle avoue à Eckhart qu'elle n'a pas réussi à se débarrasser du proto-néphilim, et qu'en ce moment même, la créature est littéralement en train de massacrer tout le personnel du complexe. Ambiance RH exceptionnelle. Eckhart, furieux, décide alors de régler le problème à sa manière. Et il balance tout simplement Christina dans la gueule d'un énorme monstre. Oui, comme ça. Et le pire dans la scène, ce sont les bruits de bouche du monstre pendant qu'il la dévore. Tous doivent m'obéir. Nettoyez cette fange. C'est absolument immonde. À ce moment-là, le jeu essaye clairement de devenir glauque et horrifique. Bon, il l'était déjà un peu, j'avoue. À la fin du niveau, Curtis réapparaît enfin. Et cette fois, il enferme carrément Lara dans un sas de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il estime que Lara a déjà suffisamment aggravé la situation avec la libération du proto-néphilim. Et honnêtement, il n'a pas totalement tort. Curtis décide donc de gérer ça lui-même. Et pour la première fois du jeu, on prend enfin le contrôle du personnage le plus charismatique qu'une huître de supermarché, Curtis Trent. Le niveau suivant commence, Sanatorium. Et ce qu'on ressent directement avec Curtis, c'est que le personnage est beaucoup plus lourd que Lara. Le gars se déplace comme s'il avait des sacs de ciment dans les poches, et surtout, il ne peut même pas sprinter. Magnifique idée pour un personnage jouable introduit à la fin du jeu. Dans ce sanatorium, on rencontre évidemment des fous, oui, sans blague, et le meilleur moment arrive très vite parce que le premier patient que Curtis croise est tranquillement assis sur son lit, complètement calme, et Curtis lui balance immédiatement « Hey, calmez-vous un peu. » Mais frère, il était déjà calme, qu'est-ce que tu racontes ? Bref, le but est maintenant de trouver un moyen d'atteindre le proto-néphilim afin de l'éliminer.
Évidemment, même avec Curtis, il faut toujours continuer à récupérer les soins et les chocolats. Le 100% ne connaît aucun repos. Pour progresser, Curtis possède aussi quelques pouvoirs, notamment une sorte de projection télékinésique. Le principe permet de projeter sa vision dans des endroits inaccessibles, très pratique pour relever des mots de passe écrits sur des post-it. Oui, encore, décidément, la sécurité informatique dans ce jeu est une catastrophe absolue. Et pendant qu'on explore le sanatorium, il faut aussi éviter de vrais fous qui essaient de vous tuer. Ce qui donne parfois des séquences de poursuite complètement absurdes. On dirait littéralement du Benny Hill. Après toute cette fuite, Curtis atteint finalement le niveau suivant, zone blanche. Et là, on se débarrasse immédiatement d'un trophée qu'on traîne depuis littéralement le premier niveau du jeu, Darwin Awards. La troisième et dernière mort ridicule consiste simplement à se jeter dans un bassin d'acide. Oui, voilà, Curtis se suicide chimiquement pour le platine. Et tant qu'on est dans les bonnes nouvelles, alors pas pour la mort de Curtis, on termine aussi notre collection de chocolats douteux. Le trophée Chocollection tombe enfin. Vous pouvez désormais manger les crunchs trouvés dans les égouts et les hôpitaux abandonnés sans culpabiliser. Chocolat! Crunch! Crunch! Dans tous les cas, on se rapproche enfin du proto-Néphilim, qui continue de semer le chaos partout où il passe. Jusqu'au moment où il faut finalement l'affronter dans une grande salle ressemblant à une arène. Et pour le trophée Tu n'es qu'un singe, il faut le battre d'une manière bien précise. Parce que dans ce remastered, Curtis peut enfin utiliser son fameux Shirugai. Oui, la feature qui n'avait jamais été terminée dans le jeu original. Le remaster ajoute également un bouclier temporaire que Curtis peut déployer. Et le trophée demande justement de vaincre le proto sans utiliser l'arme Boran et sans se soigner. Donc principalement en utilisant les nouvelles capacités restaurées. Et honnêtement, le combat est assez fastidieux. Parce que le proto-Néphilim fonctionne surtout comme ça. On l'affaiblit, il s'enfuit, il revient, on recommence. Et le pire, c'est que quand Curtis combat avec son Shirugai, on dirait vraiment qu'il danse au bal masqué. Finalement, une cinématique se déclenche, Curtis plante dans le proto un éclat périapte, une arme permettant de tuer les Néphilim, enfin c'est ce qu'on comprend, et avec la mort du proto-Néphilim, le trophée automatique Déluge tombe enfin. Ce qui est quand même un nom très dramatique pour un boss qui a surtout passé son temps à courir, revenir, repartir et se prendre des coups de Shirugai. Après le combat, Curtis revient finalement libérer Lara, qui l'attend évidemment au tournant pour obtenir quelques réponses. Bon, on n'apprend pas énormément de choses, mais on découvre quand même que le père de Curtis faisait partie du Lux Veritatis, Eckhart l'a assassiné et Curtis cherche à se venger. On apprend aussi qu'il lui faut 3 éclats périaptes pour tuer Eckhart, mais que celui-ci a volé l'un des éclats avant la mort de son père et qu'il le conserve désormais dans son laboratoire. Lara et Curtis décident donc enfin de coopérer. Curtis partira vers le labo, pendant que Lara tentera d'atteindre la galerie des trophées afin de retrouver la dernière peinture d'Obscura, et surtout la détruire pour éviter le réveil du dormeur, le dernier Néphilim. Pendant ce temps, Eckhart et Karel observent tranquillement toute la situation, et décident simplement de laisser Lara faire tout le travail avant de récupérer la peinture. Vous me direz, comme d'habitude dans les scénarios Tomb Raider. On retrouve désormais Lara dans le centre de recherche aquatique, et honnêtement, ça ne s'améliore absolument pas. Déjà le complexe grouille de tourelles automatiques, donc il faut constamment trouver des petites astuces pour les neutraliser sans finir transformés en gruyère. Le véritable objectif ici, c'est d'ouvrir un passage sous-marin menant vers la galerie des trophées. Sauf que pour y parvenir, il faut naviguer dans un immense bassin où rôde une espèce de léviathan mutant. Oui, normal. Et le niveau commence très fort parce qu'il vous demande littéralement de plonger dans le bassin de cette chose pour obtenir le trophée dans la gueule de l'enfer. Le nom est plutôt honnête pour une fois. Mais le vrai trophée compliqué ici, c'est Petit Repas. Le principe est simple, faire toutes les actions du bassin, activation des leviers, ouverture du passage, fuite de la zone, sans distraire le Léviathan. Parce que normalement, le jeu vous donne la possibilité d'envoyer un chariot rempli de viande dans l'eau afin d'occuper la créature. Oui, un chariot de viande. On est à 2 doigts d'un épisode de Jurassic Park. Mais évidemment, pour le trophée, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette méthode. Donc il faut tout faire pendant que le monstre essaye activement de vous transformer en repas.
Ah, et d'ailleurs, petit détail très important, Lara change encore de tenue. Mais cette fois-ci, les développeurs ont au moins pensé à ajouter une scène où elle enfile sa combinaison de plongée. Incroyable! Le jeu a enfin découvert le concept de continuité vestimentaire. Nous voilà enfin dans le niveau, galerie des trophées. Et cette galerie sous-marine est encore remplie de pièges. Bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas aussi traumatisant que le hall de Neptune, mais ça reste un enfer. Et surtout, à partir d'un certain moment, Lara récupère un respirateur, ce qui déclenche un nouveau trophée à faire, ne respire pas. Le principe, atteindre la fin de toute cette séquence sous-marine sans utiliser le respirateur et sans tomber à court d'oxygène. Donc il faut aller extrêmement vite, résoudre une énigme au passage, ne pas paniquer, alors qu'en plus le jeu a décidé depuis 2 niveaux de retirer quasiment toute musique d'ambiance. Donc vous êtes là, dans un silence total sous l'eau, avec votre oxygène qui descend. Franchement, le stress fonctionne très bien. Plus loin, on arrive dans une immense caverne. Et devinez quoi ? Les chevaliers morts-vivants sont de retour. Donc forcément, le trophée Nous sommes des Lariates reprend immédiatement du service. Après toute cette traversée, on finit par atteindre une immense bibliothèque cachée dans laquelle se trouve enfin la dernière peinture d'Obscura. Lara récupère donc la peinture, puis retraverse un dernier couloir sous-marin avant de tomber nez à nez avec Eckhart à la sortie. Et évidemment, le grand méchant décide immédiatement de négocier. Il exige la peinture en échange de la liberté de Lara et de Curtis, qui a visiblement été capturé lui aussi entre-temps. Lara lance alors la peinture vers Eckhart et Curtis est immédiatement jeté dans l'arène où se trouve Lara. Oui, encore une arène. Sauf que cette fois, quelqu'un débarque, ou plutôt quelque chose. Christina Bose. Enfin, ce qu'il reste de Christina Bose. Parce qu'elle a complètement fusionné avec le monstre qui l'avait dévoré plus tôt. Le body horror est vraiment parti très loin dans cette fin de jeu. Et comme si ça ne suffisait pas, Eckhart balance aussi le docteur Grant Muller dans l'arène. Le fameux Bérou du mal. Et Bose n'a absolument aucune pitié avec lui. Pendant ce temps, Curtis utilise ses pouvoirs pour envoyer Lara vers les hauteurs afin qu'elle puisse poursuivre Eckhart et arrêter ses plans. Pendant que lui décide d'affronter Bose seul. Le niveau suivant commence alors, le retour de Bose. On reprend donc le contrôle de Curtis et cette fois le but est simple, se débarrasser définitivement de Bose. Enfin, simple, parce qu'avant de la tuer, il faut déjà penser à un trophée. Bose au prisonnier. Oui, le jeu adore les jeux de mots douteux. Le principe du trophée est assez particulier, il faut tirer sur Bose jusqu'à ce qu'elle déclenche une phase où elle commence à bombarder l'arène de projectiles. Et à partir de ce moment-là, il ne faut surtout plus la toucher. Le but est simplement de survivre et ne pas se faire toucher. Éviter tous ses tirs, jusqu'à ce qu'elle récupère entièrement sa santé. Oui, le trophée vous demande littéralement de laisser le boss se soigner. Une fois le trophée obtenu, cette fois on peut réellement l'éliminer. Le combat fonctionne toujours de la même manière, tirer sur Bose, attendre sa phase d'attaque, détruire ses réservoirs de poison, recommencer, jusqu'à vider complètement sa barre de vie. Mais évidemment, ce n'est pas terminé, parce que Bose se détache ensuite du monstre gigantesque avec lequel elle avait fusionné. Et une seconde phase du combat commence. Cette fois, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus agressive, et honnêtement, beaucoup plus flippante aussi. Bon, heureusement, cette seconde phase est assez courte. Mais juste au moment où Curtis pense avoir gagné, Bose se relève soudainement une dernière fois et transperce Curtis. Il a tout juste le temps de lancer son Shirugai qui vient décapiter Bose avant que Curtis ne s'effondre au sol. Et honnêtement, la scène essaie tellement d'être dramatique et stylée qu'on se croirait dans un anime du début des années 2000. Avec la mort de Bose, le trophée automatique Ça me concerne tombe enfin. On retrouve ensuite Lara dans le domaine perdu, un niveau relativement court. Enfin court, mais évidemment rempli de plateformes délicates. On y récupère encore un soin, une note de journal, parce que le jeu refuse de nous laisser souffler jusqu'au bout, mais surtout c'est ici que Lara débloque une nouvelle compétence. Oui, à l'avant-dernier niveau du jeu, une capacité qui permet de sauter plus loin après un sprint. Et attention à la façon dont on débloque ça, après avoir actionné un levier. Voilà, Lara devient soudainement meilleure en saut parce qu'elle a utilisé un levier. Le système d'évolution de ce jeu est fascinant. Et le pire, c'est que cette compétence ne sert quasiment qu'ici. Le jeu vous débloque littéralement une nouvelle mécanique à la fin de l'aventure.
Les phases de plateforme restent assez délicates, surtout avec la physique, parfois étrange du jeu. Par contre, la physique des nibards de Lara, ils ne l'ont pas oublié, hein. Mais les phases de plateforme permettent finalement d'atteindre le dernier niveau, le labo des cartes. Un labo qui permet déjà de terminer plusieurs trophées d'un coup. D'abord les derniers soins nécessaires pour médecine tactique, mais aussi les derniers chevaliers morts-vivants à balancer dans le vide pour enfin terminer Nous sommes des Lariates. Et honnêtement, après tout ce qu'on a traversé avec ce trophée, quel soulagement! Il faut ensuite résoudre une petite énigme d'alchimie afin de rendre une zone aquatique traversable sans mourir instantanément. Parce que c'est justement là qu'Eckhart a caché le troisième éclat. Celui dont Lara a besoin pour le tuer, Curtis lui ayant confié les deux autres juste avant de l'envoyer poursuivre Eckhart. Bref, Lara retrouve enfin Eckhart qui tente de réveiller le dormeur grâce au fameux sang-glyphe, des symboles alchimiques cachés dans les peintures d'Obscura. Oui, on est officiellement dans un délire ésotérique total. Le combat final commence alors et évidemment un trophée compliqué est associé, Magnum Opus, qui demande de battre Eckhart sans prendre le moindre dégât. Et franchement c'est bien relou, parce que ces attaques de feu et d'électricité ont des timings vraiment pénibles à éviter. Le combat fonctionne en plusieurs phases. Au début, Eckhart est protégé par une barrière, donc impossible de lui faire quoi que ce soit. Puis à certains moments, il vient au centre de l'arène, et c'est là qu'il faut lui planter un éclat. Puis recommencer, encore et encore, avec des attaques toujours plus agressives. Et ce qui est très drôle, c'est que le trophée interdit explicitement de s'allonger. Parce que dans le jeu original, la technique ultime contre Eckhart consistait simplement à rester allongé au sol pour éviter quasiment tous ses tirs. Bon, aujourd'hui, il tire aussi parfois au sol. Mais honnêtement, quand il oublie de le faire, ça peut encore sauver votre run. Et pour ma part, la méthode était simple. Esquive un tir, sauvegarde, esquive un tir, sauvegarde. Parce que oui, le moindre dégât, recharge immédiate. Finalement, Lara s'apprête à lui planter le troisième éclat. Mais Karel intervient soudainement et c'est lui qui plante l'éclat dans Eckhart. Le trophée automatique Rabattre le caquet tombe alors avec la mort d'Eckhart. Et c'est là que le scénario part définitivement en roue libre parce que Karel révèle être lui-même un Néphilim. Et surtout le véritable cerveau derrière toute l'histoire. D'ailleurs, Lara cite immédiatement son nom, ce qui était ultra bizarre dans le jeu original. Mais dans le remastered, ça passe un peu mieux puisque les documents de Ludic permettent désormais de comprendre qu'elle connaissait déjà son existence. Et surtout, on comprend enfin que Karel a passé tout le jeu à manipuler Lara, parce qu'il peut prendre l'apparence de qui il veut. Donc potentiellement Bouchard, Ludic, Curtis, le videur, et même Eckhart lors du meurtre de Werner était Karel. Bref, le scénario est officiellement parti en steak. Quoi qu'il en soit, Karel décide de terminer le rituel, et un dernier affrontement commence. Première chose importante, récupérer immédiatement le gant d'Eckhart, mais surtout lire la toute dernière note du journal, ce qui débloque enfin Memento Mori. Et honnêtement, le combat final est presque ridicule, parce que pendant que Karel tourne en rond dans les airs, Lara doit simplement monter le plus haut possible dans l'arène, puis sauter vers le dormeur, ce qui déclenche directement la cinématique finale, dans laquelle Lara pose le gant d'Eckhart sur la peau du dormeur, provoquant une énorme explosion qui détruit Karel, le dormeur et tout le laboratoire. Pendant que Lara s'enfuit du complexe en plein chaos et retourne finalement dans l'arène de Bose, afin de retrouver Curtis. Mais sur place, il n'y a plus personne, seulement une flaque de sang et le Shirugai de Curtis. Et le Shirugai commence alors à pointer dans une direction que Lara décide de suivre. Et c'est ainsi qu'on voit pour la toute dernière fois la Lara de Core Design. Et honnêtement, la mise en scène est assez étrange. On dirait presque que les développeurs savaient déjà qu'il s'agissait de sa dernière apparition. La façon dont elle quitte lentement l'écran, ça a quelque chose de vraiment particulier. Le trophée automatique Je me sens plus fort tombe alors pour avoir terminé le jeu. Mais évidemment, vous connaissez la chanson, ce n'est pas fini. Parce qu'il reste encore le New Game Plus et son dernier trophée, et cette fois, les ennemis ont plus de santé, font plus de dégâts, sont agressifs immédiatement dans les niveaux de Curtis, et les pièges deviennent encore plus meurtriers. Bon, à la sortie du remaster, le New Game Plus ne changeait pas énormément de choses, mais les mises à jour ont clairement renforcé la difficulté depuis. Le plus gros changement reste surtout le système de sauvegarde limité. Oui, vos sauvegardes deviennent littéralement une ressource. Le jeu utilise un système de GPS contenant 48 sauvegardes maximum, et il est possible d'acheter 6 sauvegardes supplémentaires chez l'herboriste.
pour 300 € chacune. Un vrai chinois celui-là. Et le pire, c'est qu'il n'y a plus aucun soin dans le jeu. Tous les objets de soin sont remplacés par des munitions. La seule façon de récupérer de la vie, c'est de sauvegarder. Donc parfois vous êtes littéralement obligé de sauvegarder, non pas pour sécuriser votre progression, mais juste pour éviter de mourir. Le concept est complètement absurde. On commence aussi l'aventure avec presque toutes les armes dès le début. Enfin, presque, parce qu'il manque encore certaines exceptions qui ne sont pas disponibles du tout en New Game Plus, comme par exemple le K2 Impactor ou le RIG-09. Et les seconds Vector R35 et Scorpion X peuvent soit être achetés chez Ren, soit être récupérés plus tard normalement. Bref, il faut complètement réapprendre à gérer sa santé, ses sauvegardes, ses munitions et ses risques. Parce qu'une mauvaise gestion peut ruiner votre run très rapidement. Et tout ça pour obtenir le trophée plus jamais. Et honnêtement, le nom est parfaitement choisi parce qu'après ça, plus jamais. Et pourtant je dis ça, mais j'ai tous les trophées des deux versions. Si vous jouez sur PS4, ce dernier trophée débloquera également le platine. Tu possèdes de grandes aptitudes. Le tout dernier trophée platine de Lara version Core Design. Et franchement, j'ai énormément rigolé avec Tomb Raider l'Ange des Ténèbres. Mais j'ai aussi énormément souffert. Le jeu mérite totalement sa réputation de nanar. Mais c'est un nanar attachant. Le genre de jeu qu'on adore refaire juste pour revivre les bugs, les dialogues absurdes, les animations étranges et les situations complètement lunaires. Et vous, est-ce que vous avez platiné ce Tomb Raider 6 ? Et surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous voulez vous lancer dans l'aventure malgré tout. Sachez que mon guide trophée vous accompagne pas à pas du début du jeu jusqu'à la fin du New Game Plus, avec un chapitrage précis, tous les collectibles et tous les trophées. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau J'ai platiné Tomb Raider.